matière de solidarité, il est primordial de distinguer la relation juridique existant entre les débiteurs solidaires et le créancier de la relation juridique existant entre les débiteurs solidaires eux-mêmes. C'est pourquoi ces deux relations juridiques feront l'objet de deux capsules distinctes. La présente capsule s'intéresse donc exclusivement à la relation unissant les débiteurs solidaires aux créanciers. Regardons d'abord dans quel scénario l'obligation est solidaire. Par défaut, l'obligation est conjointe. À ce sujet, l'article 1525 du Code civil du Québec prévoit que la solidarité entre les débiteurs ne se présume pas. Ainsi, l'obligation est solidaire lorsque le contrat le prévoit. Il suffit alors d'y introduire une clause selon laquelle l'obligation est solidaire. À ce sujet, précisons que la stipulation de solidarité dans le contrat ne confère pas à l'obligation le caractère d'indivisibilité. Afin de protéger pleinement ses droits, le créancier a alors avantage à prévoir que l'obligation est solidaire et indivisible. L'obligation est également solidaire lorsque la loi le prévoit. À titre d'exemple, l'article 23-26 du Code civil du Québec, applicable aux prêts à usage, mentionne que si plusieurs personnes ont emprunté ensemble le même bien, elles en sont solidairement responsables envers le prêteur. L'article 15-25, alinéa 2, prévoit également que la solidarité est présumée entre les débiteurs d'une obligation contractée pour le service ou l'exploitation d'une entreprise. Il s'agit ici d'une présomption simple. La solidarité n'est pas exclusive au domaine contractuel, puisque l'article 15-26 établit que l'obligation de réparer le préjudice causé à autrui par la faute de deux personnes ou plus est solidaire lorsque cette obligation est extracontractuelle. Nous venons de voir dans quel cas l'obligation est solidaire. Étudions maintenant les effets juridiques de la solidarité. La solidarité produit plusieurs effets juridiques. Regardons tout d'abord son effet principal. Selon l'article 15-23, l'obligation est solidaire entre les débiteurs lorsqu'ils sont obligés à une même chose envers le créancier, de manière que chacun puisse être séparément contraint pour la totalité de l'obligation et que l'exécution par un seul libère les autres envers le créancier. Dit autrement, lorsque l'obligation est solidaire, le créancier peut exiger de chacun des débiteurs le paiement intégral. Ainsi, selon l'article 15-28, le créancier d'une obligation solidaire peut s'adresser pour en obtenir le paiement à celui des codébiteurs qu'il choisit, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division. Prenons un exemple pour illustrer cette règle. Richard Lafortune prête 100 000 $ à Alain, Bernard, Carl et Denis afin qu'ils puissent agrandir leur restaurant. Le contrat prévoit que l'obligation est solidaire et divisible. À l'échéance du terme, Richard Lafortune peut donc exiger d'Alain qu'il lui rembourse la somme de 100 000 $. Alain ne peut refuser de rembourser au motif que l'obligation est divisible, car dans ce contexte, la solidarité a préséance sur la divisibilité. La solidarité est avantageuse pour le créancier car elle le protège de l'insolvabilité d'un des débiteurs. Dit autrement, les débiteurs solidaires supportent le risque d'insolvabilité de leurs codébiteurs. Les débiteurs sont alors dans le même bateau et sont responsables les uns des autres. À titre d'exemple, après la formation du contrat de prêt, Carl et Denis deviennent insolvables. Richard peut toujours demander à Alain ou Bernard le remboursement intégral du prêt de 100 000 $. Ces derniers supportent alors l'insolvabilité de Carl et de Denis. Toutefois, dans l'hypothèse où l'obligation est conjointe, chaque débiteur est dans son propre bateau. Richard pourrait uniquement exiger d'Alain le remboursement de 25 000 $ et exiger de Bernard le remboursement de 25 000 $. Richard, le créancier, supporte alors l'insolvabilité de Carl et de Denis. Nous venons de voir le principal effet de la solidarité, à savoir que le créancier peut exiger le paiement intégral à chacun des débiteurs solidaires. De même, lorsqu'un débiteur solidaire rembourse intégralement, l'obligation est alors éteinte à l'égard du créancier. Passons maintenant aux effets accessoires de la solidarité.
L'action intentée contre l'un des débiteurs solidaires ne prive pas le créancier de son recours contre les autres, mais le débiteur poursuivi peut appeler au procès les autres débiteurs solidaires. Cela veut dire que Richard peut, dans un premier temps, poursuivre Alain et choisir de poursuivre plus tard Bernard, tout comme il peut choisir de poursuivre en même temps Alain, Bernard, Carl et Denis. Dans l'éventualité où Richard poursuit uniquement Alain, ce dernier peut appeler au procès Bernard, Carl et Denis pour la solution complète du litige. Le débiteur solidaire, poursuivi par le créancier, dispose selon le cas de plusieurs moyens de défense. Afin de déterminer quel moyen de défense le débiteur peut opposer au créancier, il faut identifier la nature de ce moyen de défense. Tout d'abord, le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer tous les moyens qui lui sont personnels. Le cas échéant, ce débiteur peut soulever que son consentement a été vicié, son inaptitude ou son incapacité lors de la formation du contrat. Le débiteur poursuivi pourrait également opposer comme moyen de défense qu'il dispose d'un terme suspensif ou qu'il est obligé conditionnellement et que la condition ne s'est pas encore réalisée. En effet, l'article 1524 prévoit qu'un débiteur solidaire peut bénéficier d'un terme ou s'engager conditionnellement, contrairement aux autres codébiteurs solidaires. Le débiteur solidaire poursuivi peut également soulever les moyens de défense communs à tous les codébiteurs solidaires. À titre d'exemple, Richard poursuit uniquement Alain. Ce dernier peut soulever comme moyen de défense que Bernard a déjà effectué le paiement et qu'en conséquence, l'obligation est éteinte, ou encore qu'un autre débiteur a déjà effectué un paiement partiel. À ce sujet, on se souvient de l'article 1523 in fine, prévoyant que l'exécution de l'obligation par un des débiteurs solidaires libère les autres débiteurs envers le créancier. Toujours à titre de moyen commun à tous les codébiteurs, Alain peut également opposer comme moyen de défense que le recours de Richard est prescrit. Alain pourrait également plaider la nullité du contrat violant l'ordre public de direction. Alain pourrait opposer au créancier l'exception d'inexécution prévue à l'article 1591 du Code civil du Québec. Dernier exemple, Alain pourrait opposer au créancier que l'obligation n'est pas encore exigible. Il y a toutefois certains moyens de défense que le débiteur solidaire ne peut opposer au créancier. Il s'agit des moyens de défense purement personnels à un autre codébiteur. À titre d'exemple, Alain ne pourrait pas opposer à Richard l'inaptitude de Bernard. Seul Bernard pourrait soulever son inaptitude à contracter. Nous avons vu les moyens de défense personnels aux débiteurs, les moyens communs à tous les débiteurs, ainsi que les moyens purement personnels à un autre débiteur. Mais il existe une autre catégorie non explicitée à l'article 1530, à savoir les moyens de défense mixtes. Il s'agit de moyens de défense simplement personnels à un codébiteur qui ne sont pas purement personnels. Ces moyens de défense sont prévus dans des articles spécifiques qui aménagent leur opposabilité au créancier. Ainsi, le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les moyens mixtes dans la mesure prévue par la loi. Un premier moyen de défense mixte consiste à opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur. À titre d'exemple, Alain, qui est poursuivi par Richard le créancier, oppose la dette de 25 000 qu'a Richard envers Bernard. Le même principe s'applique pour ce qui est de la confusion. Enfin, le dernier moyen de défense mixte est la remise de dette accordée par le créancier à l'un des codébiteurs solidaires. Maintenant que nous avons vu les différents moyens de défense que le débiteur poursuivi peut opposer au créancier, regardons les autres scénarios susceptibles de se produire. À ce sujet, l'article 1535 prévoit que le créancier qui poursuit un débiteur solidaire pour sa part perd son recours solidaire contre ce débiteur lorsque celui-ci acquiesce à la demande ou est condamné par jugement. Prenons l'exemple où Richard, le créancier, poursuit Alain pour sa part dans la dette, c'est-à-dire 25 000 alors qu'il pourrait exiger de lui le versement intégral de 100 000 .
Si Alain accepte la demande ou s'il est condamné à verser 25 000 à Richard, Alain ne sera plus tenu solidairement avec les autres débiteurs. Cela s'explique par le fait que la solidarité est une modalité établie en faveur du créancier et non en faveur des débiteurs solidaires. À noter que si Alain verse effectivement la somme de 25 000 à Richard, ce paiement profitera aux autres débiteurs solidaires. Ainsi, Richard pourra seulement leur réclamer la somme de 75 000 $. Cette solution découle des principes généraux entourant la solidarité qui ne peut être une source d'enrichissement pour le créancier. En cas de décès d'un débiteur solidaire, l'article 1540 prévoit que l'obligation d'un débiteur solidaire se divise de plein droit entre ses héritiers, à moins qu'elle ne soit indivisible. Dans ce cas, les effets diffèrent selon que l'obligation solidaire est divisible ou indivisible. Regardons d'abord ce qui se produit lorsque l'obligation est indivisible. Après la formation du contrat, Alain décède. Ali et Ava acceptent la succession d'Alain. L'obligation solidaire d'Alain, qui est de 100 000 $ à l'égard du créancier, sera transmise à Ali et Ava. Richard, le créancier, pourra à son choix exiger d'Ali, Ava, Bernard, Karl ou Denis le versement de 100 000 $. Dans ce scénario, le créancier est avantagé car il dispose maintenant d'un débiteur additionnel. Regardons maintenant ce qui se produit lorsque l'obligation est divisible. Après la formation du contrat, Alain décède. Ali et Ava acceptent la succession d'Alain. L'obligation solidaire d'Alain, qui est de 100 000 $ à l'égard du créancier, se divisera en parts égales entre Ali et Ava. Richard, le créancier, pourra seulement exiger d'Ali 50 000 $ et exiger d'Ava 50 000 $. Il pourra exiger respectivement de Bernard, Karl et de Denis le versement de 100 000 $. Enfin, étudions les autres effets accessoires de la solidarité. Lorsque les débiteurs sont tenus solidairement, le créancier peut se contenter d'envoyer une mise en demeure à un seul des débiteurs. Cette règle est souvent justifiée par l'idée de représentation mutuelle entre les débiteurs solidaires. De la même manière, l'interruption de la prescription à l'égard d'un des débiteurs solidaires produit ses effets à l'égard des autres codébiteurs solidaires. À ce sujet, la prochaine capsule étudie spécifiquement les rapports entre débiteurs solidaires.